webinaire. Donc, si vous ne voulez pas vous exposer, gardez simplement votre caméra et votre micro fermés. Mais à la fin, si vous voulez, vous pouvez ouvrir le micro pour poser vos questions de vive voix. Pour le déroulement du prochaine heure, 45 minutes, donc je vais céder la parole à Sacha, là, qui va vraiment vous présenter Dataverse dans son écosystème, en quoi il permet de faire des dépôts qui respectent les principes FAIR, tels que la demande de la politique fédérale, par exemple. Moi, je vais enchaîner en deuxième partie là, avec des considérations plus concrètes là, sur comment faire le dépôt, puis on va aller faire une petite navigation en temps réel dans la plateforme. Alors, Sacha, je te cède la parole. Merci Cynthia. Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour cette présentation. Dataverse, on voit la carte ici à l'écran. C'est un projet à code source ouverte en production depuis 2007 et c'était développé par 3 services de l'Université de Harvard, les services informatiques, les bibliothèques et l'Institute for Quantitative and Social Science, le EQSS. Et c'est d'habitude le EQSS qui gère le logiciel et qui gère les activités autour de ça. Comme on le voit ici, des organisations à travers le monde ont adopté ces technologies pour y déposer des données de recherche et on compte à ce jour 69 installations, puis ça continue à accroître. La communauté autour de Dataverse est très active et est composée de développeurs, d'institutions et de praticiens. Justement, la semaine prochaine, il va y avoir une semaine de rencontres de les gens, la communauté Dataverse, rassemblement annuel, et on va partager nos expériences, parler des technologies, et échanger avec des collègues autour du monde. Actuellement, une chose à retenir puis à souligner avec Dataverse, c'est pour le moment, la plateforme ne permet pas de recevoir des données sensibles. Mais cette fonctionnalité est toutefois dans la feuille de route de l'équipe. L'écran suivant, s'il te plaît. Au Québec, on voit le sous-comité des bibliothèques du BCI. Le BCI, c'est le Bureau de coopération interuniversitaire. Pour ceux qui se souviennent de la CREPUC, c'est l'organisme qui a remplacé ou qui est un dérivé de l'ancien CREPUC. Le BCI a travaillé pendant plusieurs années sur le développement de soutien à la GDR, notamment pour offrir une solution de dépôt aux chercheurs. C'est ainsi que le BCI et l'Université de Toronto ont conclu une entente en 2019 permettant aux chercheurs des universités québécoises de déposer leurs données de recherche sur l'installation Dataverse. Cette installation est hébergée à l'Université de Toronto et gérée par les services Scholars Portal du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Ontario. On peut passer à l'écran suivant, s'il te plaît. Voici, on voit la page d'accueil de Scholars Portal Dataverse et il y a un bandeau dans l'entête où on voit toutes les institutions qui sont recensées dans le Scholars Portal de Dataverse. Ce n'est pas seulement les institutions québécoises, mais c'est d'autres institutions à travers le Canada. Scholars Portal gère l'installation et fournit des instances de chaque Dataverse à les institutions individuelles. Donc, nous, on gère notre instance de Dataverse, mais c'est Scholars Portal qui gère l'installation en général. Donc, il faut coopérer avec eux et ils font des appels, des réunions chaque mois pour nous avertir des nouveautés, de solliciter des commentaires, d'avoir du feedback et pour échanger avec d'autres personnes qui utilisent le Dataverse de Scholars Portal. On voit ici qu'il y a 128 organisations d'établissements. Ce n'est pas seulement des universités, mais c'est des sous-unités des universités, c'est des groupes de recherche, c'est toutes sortes d'organismes qui sont compris dans Scholars Portal, le Dataverse du Scholars Portal. Ici, on voit 128 instances d'organisations canadiennes et 18 universités québécoises. Suivant, s'il vous plaît. Visibilité des données dans Dataverse. Le dépôt Dataverse de l'UQAM est sous la responsabilité des bibliothèques et nous y assurons de bonnes pratiques de curation qui visent, entre autres, à ce que les métadonnées
pertinentes soient bien renseignées afin d'améliorer la découvrabilité des ensembles de données. Le contenu de notre Dataverse est repérable dans l'outil de recherche de l'instance canadienne Scholars Portal, qui fournit des installations Dataverse à une cinquantaine d'universités canadiennes. Donc, on a vu tantôt dans l'écran précédent, on peut chercher dans Scholars Portal Dataverse, on va retrouver tous les jeux de données de tous les participants, les instituts qui participent à cette installation, et ainsi que l'UQAM. Donc, si on publie quelque chose dans notre Dataverse UQAMien, ça va être repérable et ça va être compris parmi tous les autres jeux de données de toutes les institutions qui sont regroupées dans le Dataverse de Scholars Portal. Aussi, le contenu de Scholars Portal Dataverse est moissonné dans le dépôt canadien DFDR, qui est le dépôt fédéré des données de recherche. Et le DFDR qui indexe aussi d'autres dépôts canadiens qui ne sont pas sur Dataverse. Donc, le DFDR a pour mandat de moissonner et de rendre découvrables toutes sortes de dépôts de données de recherche, soit que c'est Dataverse ou autre. Le contenu du DFDR est quant à lui repérable dans le moteur de recherche international Explore. C'est un produit d'OpenAIRE et soutenu par un consortium européen axé sur la science ouverte. On voit que les chercheurs de tout horizon ont la possibilité de repérer les données déposées ou signalées dans l'espace Dataverse de l'UQAM. Et on fait la distinction entre déposer ou signaler parce qu'on peut déposer entièrement, carrément, nos jeux de données dans Dataverse, ou si c'est des données sensibles, on ne va pas les rendre disponibles, mais on veut signaler que les données existent. Toutefois, on peut mettre une borne ou une notice de métadonnées qui décrit l'ensemble de données et des informations à qui contacter pour avoir accès à ces données qui ne sont pas déposées dans Dataverse. Les chercheurs peuvent aussi butiner dans le Registry of Research Data Repositories, c'est le re3data.org, pour repérer des dépôts de données à travers le monde. Donc, le DFDR y est listé et le Registry of Research Data Repositories, c'est un espèce de entrepôt qui recense tous les dépôts de recherche de données à travers le monde. Donc, pour des fins de visibilité de vos données, il est préférable a priori de les déposer dans un dépôt disciplinaire qui est approprié pour votre domaine. Et ce site, le re3data.org, est très utile pour aider à identifier les dépôts qui sont pertinents pour votre discipline. Est-ce qu'on peut passer à l'écran suivant, s'il vous plaît? Ici, on voit un exemple du repérage des jeux de données qui sont dans le Dataverse de Scholars Portal ou dans le DFDR. Ici, ça, c'est le Dataset Search de Google. Et on voit qu'il y a des boutons ou des liens qui ramènent vers le DFDR ou le FRDR en anglais, le Federated Research Data Repository. Et un autre exemple au suivant, c'est aussi un exemple d'un Google Set Search qui retrouve quelque chose qui était déposé dans OpenAIRE et qui est maintenant retrouvable dans Google, Dataset Search. Donc, pourquoi utiliser l'espace Dataverse de l'UQAM si on peut déposer ailleurs dans d'autres dépôts, le DFDR ou dans OpenAIRE ou ainsi de suite? Les principales raisons pour déposer ces données de recherche dans l'espace Dataverse de l'UQAM, si vous n'avez pas trouvé un dépôt disciplinaire répondant à vos besoins, sont premièrement la visibilité que cela donne à vos données, comme illustré précédemment. Il est aussi très facile de partager ces données. Les autres chercheurs peuvent reconnaître votre travail en citant votre ensemble de données à l'aide du DOI qui est automatiquement attribué. Vous pouvez mettre à jour vos fichiers de données en gardant une trace de versionnage sans perdre l'accès aux anciens fichiers. Les serveurs hébergeant les données sont localisés au Canada, ce qui entraîne que ce sont les lois canadiennes qui s'appliquent à vos données, ce qui n'est pas trivial comme concerne. Les protocoles utilisés par la plateforme sont des standards reconnus et rendent Dataverse interopérable avec d'autres systèmes d'information. Finalement, la politique fédérale GDR demande à ce que les dépôts utilisés par les chercheurs subventionnés assurent le stockage, la conservation et la curation sécuritaire des données.
Pour les fonctions de stockage et de conservation, celles-ci sont assurées par l'UQAM et Scholars Portal et les fonctions de curation sont fournies par une équipe basée à la bibliothèque. Le raffinement des processus et procédures est en cours et nous collaborons au besoin avec d'autres services. En général, tout est en place pour faire de l'espace Dataverse de l'UQAM un dépôt reconnu par les organismes subventionnaires. Les principes FAIR, quand on parle de principes FAIR, FAIR, c'est un ensemble de principes qui vise à favoriser la gestion des données d'une manière qui facilite leur réutilisation autant par les chercheurs et que par les machines. Ces principes ont été établis dans un article qui a été publié en 2016 dans Scientific Data avec plus de 40 contributeurs de la communauté mondiale de GDR, incluant des personnes du Dataverse de Harvard, nommé Mercé Crozas, qui est le University Research Data Management Officer de Harvard University, ainsi que le Chief Data Science and Technology Officer. Donc, Dataverse l'équipe Dataverse de Harvard était impliquée dans la création et l'articulation de ces principes FAIR. Pour ceux qui étaient présents à la colloque à Laval ce matin, il y avait un colloque sur GDR présenté par l'Université de Laval. Il y avait une présentation plus détaillée sur les principes FAIR. Je ne vais pas essayer d'aller dans autant de détails, mais c'est intéressant et je pense qu'ils vont avoir la présentation va être disponible sous peu. Les 4 principes s'appliquent autant aux données qu'à leurs métadonnées ainsi qu'à l'infrastructure qui les héberge. Donc, c'est des principes qui sont appliqués à des conditions, à des humains ainsi que les machines. Pour le premier critère, les chercheurs peuvent aider à rendre ces données faciles à trouver en s'assurant de leur associer des identifiants pérennes comme un DOI et en remplissant les bordereaux de saisie de métadonnées au mieux de sa connaissance. Les données doivent aussi être accessibles. Et ici, quand on parle d'accessibilité, c'est surtout une responsabilité des machines au niveau de l'infrastructure. Donc, c'est quoi les protocoles d'accès? Est-ce que les protocoles sont standardisés? Est-ce qu'on est capable de s'authentifier pour avoir un accès? Ce genre de questions d'accès, c'est surtout au niveau de la configuration de la plateforme ou la configuration des machines qui va se parler entre eux. Le I, c'est pour interopérabilité et ça concerne la communication entre les machines. On a vu tantôt qu'une fois qu'un jeu de données est déposé dans Dataverse ou ailleurs, c'est repérable à la fois dans Google Dataset Search ou dans OpenAir. Cette fonctionnalité et grâce à l'interopérabilité entre les machines et ça dépend sur une normalisation ou standardisation des normes de métadonnées ainsi que des normes d'interaction entre les machines. Et le R pour d'en faire, c'est pour la réutilisable, ce qui rend les données déposées réutilisables. On doit porter attention à fournir une description détaillée du contexte de production des données. Il faut aussi s'assurer de joindre la documentation pertinente comme un fichier README, lisez-moi, ou un dictionnaire de données. Ces informations vont aider les utilisateurs et utilisatrices éventuels à évaluer si l'ensemble de données est utile et utilisable pour leur contexte de recherche. Donc, on voit ici avec les principes FAIR qu'il y a un bout là-dedans qui est vraiment la responsabilité d'une personne qui va déposer ces jeux de données dans un dépôt pour assurer que c'est bien décrit, que c'est bien formé, que ça conforme aux standards, à des normes ouvertes. Et il y a une autre partie là-dedans qui est la responsabilité des administrateurs des dépôts ou les constructeurs, les développeurs des logiciels. Mais en gros, les 4 principes FAIR, c'est très bien à retenir quand vous réfléchissez sur vos activités de GDR. C'est bien à retenir les 4 principes pour baliser un peu vos activités dans le GDR.
Ici, on voit à l'écran un exemple d'une notice dans le Dataverse de Harvard où on voit refléter les principes FAIR. Il y a une citation qui inclut un DOI, un identifiant permanent, et un URL qui ramène vers l'article. Ça, c'est le findability puis l'accessibilité. Il y a une norme Make Data Count, donne des statistiques réutilisables. Ça, c'est la réutilisabilité des données. Les schémas de métadonnées reconnus permettant la découvrabilité, ça concerne tous les quatre principes. Et en bas, on a des onglets pour certaines d'autres aspects de cette notice, entre autres les métadonnées additionnelles pour documenter la réutilisation et les conditions d'utilisation sous forme de licence ou de protocole d'entente. Tout ça, c'est vraiment lié à la réutilisabilité de ces données. Et avec ça, je vais passer la parole à Cynthia qui va vous parler d'un cycle de vie des données de recherche et faire un petit démo. Alors, pour bien situer le Dataverse, c'est quand que ça intervient dans le cycle de vie des données. Alors, on pourrait dire, bien sûr, dès la planification du projet, vous pouvez déjà réfléchir, est-ce que Dataverse va être une solution de dépôt au terme du projet? Mais essentiellement, c'est vraiment aux étapes de partage des données. Donc, rendu au moment où vous dites, OK, il faut tout préparer pour partager nos données, comment on va les partager, qu'est-ce qu'on partage. Donc, c'est là que vous allez tenir compte, dans le fond, de qu'est-ce que Dataverse vous permet de décrire, c'est quoi les fonctions, etc. Et puis, donc aussi, vous allez préparer vos données en vue peut-être d'une conservation ou même d'une préservation à long terme. Donc, là encore, Dataverse va vous être utile à ce niveau. Puis, ça pourrait être aussi, Dataverse interviendrait aussi au niveau de la découverte des données. Donc, on peut imaginer un projet qui démarre, qui est en collecte de données ou en exploration, bien, il pourrait passer par Dataverse pour repérer des ensembles de données. Donc, ce qui est surtout important à retenir, c'est que dans le contexte de l'UQAM, le Dataverse n'est pas utilisé en phase active de projet. C'est toujours quand le projet est terminé ou qu'une phase importante du projet est clos. L'idée, c'est qu'on peut publier des données. Maintenant, comment c'est structuré un Dataverse typiquement? Donc, on a notre Dataverse à l'UQAM, comme n'importe quelle autre institution, puis on peut y mettre directement des ensembles de données. Puis là, l'autre élément, donc on a une première composante qui est les ensembles de données. Mais ce qui est possible aussi, c'est il y a un effet de, comment dire, une structure de poupée russe. Il peut avoir, dans le Dataverse de l'UQAM, il peut avoir une collection Dataverse. Donc, c'est comme un mini Dataverse, comme le Dataverse de l'UQAM, mais qui pourrait être associé à un chercheur ou à une unité de recherche, par exemple, pour qu'on puisse centraliser les ensembles de données d'un chercheur ou d'une unité de recherche. Donc, la collection Dataverse va pouvoir, elle aussi, avoir ces ensembles de données. Puis, dans la mini-collection Dataverse, on pourrait avoir des sous-collections Dataverse. Donc, il y a vraiment un effet poupée russe. Donc, ça, c'est pour la structure générale. Puis, sinon, ben, chaque ensemble de données, qu'est-ce qu'on entend là, quand on dit qu'on va déposer un ensemble de données? Ça veut dire qu'il va y avoir des métadonnées de description, là, ce que Sacha a mentionné avant. Là, il faut vraiment décrire toutes sortes d'éléments qui vont aider au repérage, à contextualiser les données. Donc, il va y avoir aussi la documentation elle-même. Ça peut être un guide d'utilisation, ça peut être un dictionnaire de données, tout ce qu'il faut pour comprendre, dans le fond, les fichiers qui ont été déposés. Et donc, les fichiers de données, idéalement. Mais comme Sacha l'a dit, dans le cas de données qu'on se dit non, l'environnement n'est pas assez sécurisé pour déposer les données, on peut donc les garder sur nos serveurs locaux, mais on va au moins signaler l'existence de ces données-là à la communauté de recherche. Mais quand on dit ensemble de données, idéalement, il faut au moins métadonnées de description, il faut de la documentation, puis idéalement, il faudrait des fichiers de données et, le cas échéant, des codes, là, si, mettons, il y a un script qui a dû être développé là, pour aller extraire des données, par exemple. Maintenant, sur le Dataverse de l'UQAM, bon, je ne sais pas si ma collègue Sylvie a déjà mis un lien. Là, tout à l'heure, je vous montrerai un chemin là, pour accéder
au fameux espace Dataverse de l'UQAM. Donc, quand on est sur la page d'accueil, dans le paragraphe, on a un lien qui mène vraiment aux directives de dépôt. Donc, ici, je vais vous résumer les faits saillants à retenir. C'est les gens qui peuvent déposer dans le Dataverse de l'UQAM, c'est vraiment les membres de la communauté de recherche de l'UQAM. Donc là, il va y avoir des petites variantes là, au niveau de l'autonomie. Donc, pour la création des collections Dataverse, donc ça, c'est juste les professeurs maîtres de langue, chargés de cours, postdoctorants qui peuvent demander la création d'une collection. Ensuite, au niveau de l'autonomie du dépôt, professeurs maîtres de langue, chargés de cours de postdoctorants sont autonomes. Okay? Si c'est eux qui détiennent les données de recherche, évidemment. Donc, si on leur crée l'espace où ils décident qu'ils veulent déposer, donc ils n'ont pas à faire de demande, outre la demande pour la collection, ils peuvent procéder là, pour commencer à documenter un dépôt. Mais si ils ont un collaborateur qui n'est pas comme tel membre de la communauté de recherche. Ça peut être un étudiant de premier cycle, par exemple, qui travaille, un agent de recherche. Donc là, on peut, l'unité de recherche ou le chercheur peut remplir un formulaire de délégation de dépôt pour dire qu'il donne, il permet à son collaborateur de faire les dépôts en son nom. Donc, à ce moment-là, le collaborateur va pouvoir jouer un rôle dans une collection Dataverse, par exemple, et faire des dépôts. Dans le cas des étudiants, là, ça va dépendre de la nature des données déposées. Si c'est des données qui sont vraiment rattachées aux documents diplômants, l'étudiant est autonome. Mais si c'est un projet de recherche, on va dire parallèle, c'est d'autres données, là, on va demander qu'il y ait une recommandation d'un professeur. Puis évidemment, les étudiants peuvent se voir attribuer des rôles dans une collection Dataverse. Mais dans tous les cas, là, vous voyez la dernière colonne, l'acte ultime de publication, il n'y a personne, pour le moment, c'est comme ça qu'on a configuré la directive de dépôt, il n'y a personne qui peut faire l'acte de publier. Je fais cette décision un peu pour donner un filet de sécurité, là, parce que quand on publie dans le Dataverse, on ne peut pas dépublier. Là, on peut retirer, mettons, un fichier qui a été mis par erreur, là, mais on continue, la notice va continuer d'exister. Donc, c'est vraiment, nous, on va faire des petites vérifications. Puis c'est aussi pour, comme je disais, un filet de sécurité. Parfois, il y a mettons, un chercheur pourrait ne pas avoir réalisé que la licence d'utilisation des données qu'il réutilise, par exemple, demande de telle condition à remplir. Puis là, on voit que, oups, il manque ces détails. On est juste là pour s'assurer qu'il n'y aura pas comme des erreurs malencontreuses. Dans la communauté GDR, on entend des histoires là, l'erreur existe. Quelqu'un envoie un fichier qui contient des informations personnelles, puis ce n'était pas prévu. Donc, on aurait ce petit filet-là en assurant un minimum de curation. De toute façon, la politique fédérale demande que le dépôt dans lequel les chercheurs déposent, il y a un minimum de curation. Donc là, je vais vous dire un petit peu dans la diapo suivante, c'est quoi qu'on fait comme activité de curation. Donc, comme je l'ai mentionné, on va faire des petites vérifications de base là, au niveau du respect des responsabilités. Quand vous déposez, vous vous engagez qu'il n'y a pas d'informations confidentielles ou sensibles. Donc, nous, on va ouvrir les fichiers et on fait juste une vérification. Il faut que ça nous saute aux yeux. Là. On ne cherche pas des bibittes. C'est vraiment juste un filet de sécurité. Donc, on va vérifier qu'effectivement, il n'y a pas d'informations confidentielles, sensibles. Au niveau de la propriété intellectuelle, on va voir premièrement de « Oups, est-ce que c'est un matériel qui nous semble faire l'objet d'une propriété intellectuelle ou s'il y a des conditions d'utilisation qui ne sont pas tout à fait respectées, on va juste vous aviser là, pour vous faire des suggestions d'amélioration. On vérifie au besoin là, au niveau du formulaire de délégation qu'effectivement c'était la bonne personne là, qui avait effectivement le droit de déléguer. Là, en principe, il n'y a pas de problème, mais si ça nous saute aux yeux, c'est juste des petits doutes. Là, on veut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas des fois, il y a des bisbées dans des équipes. Là, on veut juste s'assurer que tout se fait
dans la cordialité. Si on voit qu'il y a des restrictions d'accès, on va s'assurer, quelqu'un qui a déposé un fichier puis qui met restriction d'accès, puis on ne sait pas qui communiquer, là, ça, on va aller aux nouvelles. C'est qui va gérer les demandes? On va encourager la licence la plus ouverte possible. Donc, si on voit que tout est fermé puis qu'on ne comprend pas pourquoi, on va juste aller voir le chercheur, juste valider, est-ce que c'est un choix réfléchi? Très bien. Donc, vous comprenez, on fait des suggestions, mais ultimement, c'est sûr que c'est les chercheurs, les déposants là, qui vont prendre les décisions ultimes. Au niveau de la description du matériel déposé, c'est sûr qu'on veut que les métadonnées soient bien documentées. Donc, il y a une partie qu'on va peut-être même, nous, vous faire des propositions là, au niveau du vocabulaire contrôlé. Là, on a des bibliothécaires à l'analyse documentaire qui sont habitués de faire ce genre d'analyse. Donc, vous pouvez mettre... comme faire de l'information de base, puis nous, on va vous proposer un enrichissement que vous serez libre d'accepter ou pas. Mais on va être un peu plus sérieux là, sur la présence du fichier lisez-moi, dans le sens qu'on veut s'assurer que quelqu'un qui téléchargerait vos données avec le fichier lisez-moi, là, ils n'ont plus le contexte de Dataverse. Là, donc, on veut s'assurer qu'il y a un minimum de documentation pour que les fichiers puissent être effectivement réutilisés hors l'environnement Dataverse, excusez-moi. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un peu de documentation, là, du standard de données, arbre de codage, par exemple. On vérifie que les formats de fichiers sont effectivement adéquats là, pour qu'ils puissent être réutilisés. Donc, il y a des normes qui existent. Là. On fait juste une petite vérification de ce côté-là. Puis, évidemment, là, si on voit que c'était des données en lien avec une recherche auprès d'êtres humains, puis que là, on voit qu'il y avait un certificat éthique qui est supposé être rattaché à cette recherche-là, on va s'attendre à ce que le certificat éthique soit joint. On ne publiera pas si le certificat n'est pas présent. Puis, évidemment, les fichiers de consentement vont nous être utiles pour effectivement voir que mettons, si vous voulez partager, que la réutilisation a effectivement été prévue lors du consentement auprès des participants. Je pense que ça vous donne en gros une idée des activités qu'on fait. Donc là, je vais aller live, juste faire une petite démo. Donc, premièrement, si vous voulez trouver notre espace Dataverse sur le site des bibliothèques, dans les services offerts, à la rubrique soutien aux chercheurs, vous allez avoir, cinquième puce, là, accès à l'espace Dataverse. Il y a d'autres points d'accès. Moi, honnêtement, le plus simple, je trouve que c'est d'aller dans votre moteur de recherche préféré et d'écrire Dataverse UQAM. Vous allez tomber sur le lien. Donc là, notre Dataverse, on l'a mis en production en février, mars, puis il y a des projets en cours, mais il n'y a rien de publié. Donc, je ne peux pas faire, je peux pas faire des démos, je ne peux pas publier des trucs pour le fun là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller dans l'espace Scholars Portal Dataverse pour vous montrer de quoi ça a l'air une interface Dataverse, étant donné que le nôtre est actuellement tristement vide, mais ça devrait sous peu s'enrichir et apporter de la joie à l'institution. Donc, je vais aller explorer l'ensemble des Dataverse gérés par Scholars Portal. Comme la diapo de Sacha, là, vous voyez, on peut vraiment aller butiner là, dans chaque installation Dataverse. Puis si je continue assez longtemps, là, je verrai effectivement celui de HEC Montréal, on trouverait celui de l'UQAM. Mais sinon, on voit l'ensemble des ensembles de données qui sont déposés dans tous ces Dataverse-là. Je vais tout de suite faire une petite recherche là, juste pour un peu montrer un exemple de notice, de comment qu'est-ce qu'on retrouve dans une notice dans Dataverse. Donc, par exemple, si je clique sur cet ensemble de données, on voit qu'il va y avoir vraiment des descriptions de base. Ici, c'est un exemple où tous les fichiers, il y a un petit verrou, donc c'est des fichiers à accès restreint. Je vous dirais que, déjà ici, on voit un petit peu qu'on a accès à un codebook, mais il n'y a pas de fichier lisez-moi, puis déjà, je trouve que ça fait un petit inconfort pour bien comprendre
si on a le résumé, OK, sinon, idéalement, c'est que si je commence à télécharger, là, il va me manquer des informations. Donc, ici, on voit déjà un petit peu l'effet, avec des métadonnées faiblement documentées. Même si je vais dans l'onglet métadonnées, je n'ai pas tellement plus. Là, je suis capable de savoir avec quel logiciel ils ont travaillé. Mais si ce n'est pas vraiment décrit, c'est plus compliqué à réutiliser. Puis, donc, j'avais des fichiers avec restriction d'accès. Si je vais voir au niveau des conditions, bien là, vous voyez, c'est un exemple que c'est probablement pas, qu'il n'y a pas eu une équipe de curation derrière, parce que ça me dit que c'est du domaine public, mais c'est des données à accès restreint. Donc, ça ne marche pas très bien, ce n'est pas très cohérent. Donc, c'est ce genre d'erreur que nous, on voudrait éviter, là, parce que c'est quand même un peu... Bon, c'est juste incohérent, mais il y a des fois que la licence, une fois attribuée, là, c'est accès restreint, ça ne cause pas un problème comme tel, mais si les fichiers circulent sous licence publique, c'est fini. Là, tu ne peux pas reculer rétrospectivement puis leur dire d'arrêter de rendre ça public. Puis c'est ça. Ici, ça dit bien qu'on voit qu'on peut mettre on peut décrire les conditions d'accès. Donc ici, ça dit carrément que les utilisateurs ne peuvent pas demander l'accès aux fichiers. Vous voyez à quel point ça peut être très fermé, mais au moins, on sait que le jeu de données existe. Je vais retourner. On va aller voir un autre exemple. Donc, on peut utiliser les petites facettes ici à gauche pour filtrer des résultats. Si je vais voir celui-ci, déjà, bon, même lui d'office, il nous dit d'aller voir le fichier README, on va trouver pas mal d'infos. On voit que le résumé est un petit peu plus, c'est déjà un peu plus riche. On a une idée de la population, les questions qu'ils ont tenté de répondre. Ce qui est intéressant, on a aussi la mention d'une publication connexe. Donc, c'est vraiment, vous pouvez, les ensembles de données que vous publiez, vous pouvez les lier avec des articles scientifiques qui sont en lien avec l'ensemble de données en question. Puis, oui, ce que je trouve intéressant dans cette fiche-là, c'est quand vous déposez vos fichiers, il y a moyen de, vous voyez ici, là, il y a comme des petites catégories là, qui sont attribuées. En fait, il y a moyen de définir une arborescence au moment où vous déposez les données. Ce qui fait que quand il y a beaucoup de fichiers, bien, en faisant des groupes, là, ça va être plus... ça va être plus convivial de naviguer dans l'arborescence plutôt que dans la liste des fichiers. Donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité intéressante. C'est bon, au niveau des métadonnées, je pense qu'il n'y en a pas ajouté beaucoup plus. Là. Quand je ferai une petite démo là, de dépôt, vous verrez comment des métadonnées, là, il va en avoir vraiment beaucoup. Au niveau des conditions, bon, ici, ça va, là, on peut, là encore, décrire les conditions d'accès, donner des détails concernant la licence utilisée. Puis, au niveau des versions, ça, je trouvais ça intéressant, peut-être que vous voyez, quand vous publiez, si vous faites des changements juste dans les métadonnées, donner un petit peu plus de description, ça fait un petit versionnage. Mais si vous ajoutez des fichiers ou que vous en retirez un, là, on passe carrément à une nouvelle version maîtresse. Donc, ça vous donne un peu une idée des possibilités. OK, fait que là, je vais aller faire une petite démo. Je vais plutôt, donc, dans l'espace du Scholars Portal, il y a moyen d'accéder à un espace de développement. Donc, si vous-même, vous voulez aller vous pratiquer, là, il suffit juste de vous loguer une fois, puis vous allez pouvoir avoir accès à l'espace de dépôt. Donc, donc là, ma session est ouverte, je serai en mesure de faire un dépôt. Il suffit juste de cliquer sur « Ajouter des données ». Bon, moi, parce que j'ai un petit peu plus de droits, on me donne le droit de créer une nouvelle collection. Là. Vous allez juste voir un nouvel ensemble de données. Donc, moi, je veux juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand on veut créer un ensemble de données. Donc,
par défaut, là, ils mettent une licence publique, là, donc ça, c'est important d'aller soit mettre une, qu'on définit nos propres caractéristiques. Donc ça, il faut faire attention de ne pas la laisser par défaut. Là. Bon, ça peut se changer. Tant qu'on ne publie pas, ce n'est pas un problème. Donc, on peut mettre un titre parlant. Là. Je vais juste mettre n'importe quoi dans les champs obligatoires. On vous encourage, là, quand vous mettez les auteurs de l'ensemble de données, là, on vous encourage de choisir un identifiant comme ORCID puis de mettre donc la valeur de l'identifiant. Si je ne le ferai pas, là, qui n'est pas obligatoire. Évidemment, vous pouvez mettre c'est qui la personne ressource. Quelqu'un qui a des questions sur l'ensemble de données, peut-être que ce n'est pas le chercheur principal qui va avoir à gérer les questions d'ordre général. Donc, il pourrait nommer, je ne sais pas, mettons, ça peut être un agent de recherche avec qui il collabore. Bon, bref, on peut mettre choisir une personne ressource différente là, de l'ensemble des auteurs. On est obligé de faire une description. Ici, bon, je prends n'importe quelle date, mais ce serait la date, c'est pas la date du dépôt, c'est vraiment la date qui est pertinente là, à la création du jeu de données. On choisit, bon, je vais faire semblant que c'est en gestion, donc un domaine disciplinaire très général, mais au niveau des mots-clés, si vous pouvez en mettre là pour nous donner une idée des sujets que vous attribuez, mais il y a un bibliothécaire qui va pouvoir passer puis vraiment mettre du vocabulaire contrôlé pour que ça puisse communiquer avec les autres plateformes. Ça, on va vous aviser là, des améliorations qu'on apporterait. Donc, c'est ici qu'on peut mettre les publications connexes, là, avec, s'il y a un DOI, on va le mettre là, pour vraiment bien connecter les articles scientifiques avec les ensembles de données. Bon, puis là, c'est ici que je pourrais donc commencer à joindre des fichiers de données. Donc, c'est au moment où je joins, que je vais chercher un fichier. Bon, je ne sais pas, je prends ça. OK. C'est là que je pourrais venir, si je veux créer une arborescence, c'est là que je pourrais commencer à dire, tiens, ça va être mes données, par exemple. Je pourrais faire une petite description, puis je pourrais, non, c'est pas là. Je pourrais aussi définir que c'est un fichier à accès restreint à ce niveau-ci. Donc, je pourrais vraiment faire comme les éléments de base. Là, je vais sauvegarder, bon, je pourrais mettre, bon, je peux aller le compléter par la suite. Donc, je mets un petit peu les conditions d'accès. Je vais autoriser qu'on puisse me contacter pour accéder au fichier. Puis là, si je n'ai pas oublié, okay. Donc là, déjà, ma notice est créée. Elle n'est pas publiée, mais j'ai comme créé la notice de base. Et puis là, par la suite, je vais pouvoir aller modifier pour aller vraiment enrichir les métadonnées. Là, je vais vous montrer, on ne va pas les remplir, mais je veux juste que vous voyez là, comment il peut avoir beaucoup plus de métadonnées que ce qu'on a mis au départ. C'est bien de faire le minimum, mais je vous dirais, là, plus vous documentez, plus on a une meilleure idée de à quoi peut être utile l'ensemble de données. Donc, vous voyez, avant, j'avais juste le titre. Là, je peux vraiment mettre des sous-titres, par exemple. Je pourrais même le mentionner à un organisme. Donc, ça, c'est intéressant. Si un chercheur pourrait vouloir mettre une affiliation avec un centre de recherche, par exemple. Puis là, je vais vraiment descendre plus bas. Là. Vous voyez, j'ai les sources de données, l'origine des sources. Vous voyez comment là, je peux vraiment là, documenter beaucoup plus. Puis j'ai d'autres données. Si, mettons, j'ai fait une recherche qui est vraiment dans un territoire donné, puis qu'il n'y a pas d'enjeu de confidentialité que de dire, mettons, j'ai travaillé avec tel code postal, que ça correspond à tel secteur géographique, bien, je pourrais définir les latitudes, longitudes là, pour que, après ça, que les données soient repérables dans une autre base de données qui permet le repérage en butinant dans une carte, par exemple. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment aller exploiter des métadonnées disciplinaires. Donc là, je vois qu'il est 41. Je veux qu'on ait du temps pour répondre à des questions. Fait que je vais retourner à la dernière diapo pour un peu conclure, puis après, on se donnera 15 minutes d'échange, si vous voulez.
Donc là, moi, on vous a parlé beaucoup de Dataverse. Peut-être vous vous demandez, mais OK, mais c'est quand là, que je vais vraiment utiliser mon Dataverse? Là? Fait que là, comme Sacha vous a dit, au départ, vous vérifiez s'il y a un dépôt disciplinaire ou si vous êtes en partenariat avec le gouvernement ou avec, je ne sais pas moi, les Premières Nations, vous vérifiez s'ils n'ont pas eux-mêmes un espace de dépôt. Donc, si vous n'avez pas ces contraintes-là, puis que là, vous dites, moi, je veux être en totale autonomie, je ne veux pas qu'il y ait une équipe de curation qui passe au travers, ce qui veut dire que pour vous, la reconnaissance auprès des organismes de financement, c'est peut-être pas tant un enjeu, bien, vous pouvez aller dans le R3 Data, il y a des plateformes d'autopublication qui pourraient vraiment répondre à votre besoin. Mais sinon, si vous appréciez justement le filet de sécurité qu'on vous offre, la reconnaissance des organismes, bien là, vous avez le choix entre le Dataverse et le DFDR, là, si vous voulez des solutions canadiennes, des serveurs localisés au Canada, etc. Donc, je vous dirais que si pour vous, l'accès à un versionnage, là, pour pouvoir consulter les anciens fichiers, là, si c'est important, c'est Dataverse que vous prenez parce que le DFDR ne vous offre pas de versionnage. Si vous avez affaire à des fichiers volumineux, à ce moment-là, il faut aller dans le DFDR parce que le Dataverse, on est limité. C'est des fichiers de 3 gigaoctets maximum, puis vous avez maximum 500 fichiers par ensemble de données. Fait que si c'est des données qui doivent être mises à jour, je ne sais pas moi, à chaque année, à chaque 3 mois, bien, à un moment donné, à 500 fichiers, il faut que vous passiez avec un nouvel ensemble, nouveau DOI. C'est une limite là, dans les volumes. Si vous avez besoin d'avoir des fichiers avec accès restreint, c'est le Dataverse qui va répondre à ce besoin-là. À terme, le DFDR veut que ce soit des données ouvertes. Là. Il peut y avoir un petit embargo, là, mais je veux dire, à long terme, aucun fichier en accès restreint dans le DFDR. Si vous avez besoin d'attribuer des rôles, là, je ne vous ai pas montré là, dans ma démo, là, mais quand on crée une collection, c'est vraiment, il y a on peut, il va y avoir une équipe qui peut travailler dans la collection Dataverse. Donc, certains vont avoir le droit de déposer, d'autres vont avoir des droits plus poussés. Donc, si vous voulez vraiment qu'il y ait une équipe avec des rôles, avoir votre petit environnement, c'est vraiment avec le Dataverse que vous allez avoir cette possibilité. Si la préservation à long terme est importante, le Dataverse n'est pas encore rendu là. On y travaille, mais on n'est pas mature à ce niveau-là, tandis que le DFDR a vraiment les normes, respecte les meilleures normes. Et puis, données sensibles, tout est en développement, mais actuellement, alors on se parle, Dataverse et DFDR ne reçoivent pas de données sensibles. Donc, on aurait terminé notre exposé. S'il y a des questions, on peut y répondre live. Oui, il y a une question, Cynthia, de Pierre-Luc Lupien qui demande si les données doivent être détruites 5 ans après la fin du projet. Est-ce qu'il est toujours possible de les déposer et de le publier sur Dataverse? Et est-ce que la destruction ou le retrait de l'accès peut se gérer automatiquement en entrant des paramètres à cet effet? Je pense que non. Oui, c'est ça. Moi, je réponds dans la première partie, puis peut-être Sacha, la deuxième partie. Donc, si avec les participants, ça a été entendu que les données seraient détruites au bout de 5 ans, ben, il faut détruire les données au bout de 5 ans. Sinon, il faudrait retourner aux participants, renégocier, obtenir leur consentement. Enfin, ça peut être plus compliqué que ça. Là, on peut imaginer un cas que ça fait, je ne sais plus, que c'est pas possible de contacter à nouveau les participants, là, mais ça, à ce moment-là, des cas particuliers comme ça, il faudrait voir à nouveau avec les bureaux de l'éthique, les comités d'éthique, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais je vous dirais, là, en principe, si le consentement n'a pas été obtenu, normalement, on respecte ce consentement-là. Il faut vraiment, à la planification, là, si vous voulez avoir une réutilisation des données, il faut le négocier quand vous discutez avec les participants. Je ne sais pas si tu peux répéter la deuxième partie de la question ou si je ne sais pas si j'ai répondu. Mais, je peux répondre à la deuxième partie. Si la question c'était que est-ce qu'il y a des automatismes dans Dataverse qui permettent de rentrer des paramètres qui feraient en sorte qu'après 5 ans, les jeux de données seront retirés ou enlevés de Dataverse? La réponse est non. Une fois que des données sont déposées dans Dataverse, ils sont publiés, on ne peut pas les retirer. Pour le faire, il faut vraiment rentrer
remplir un formulaire, rentrer des raisons valides pourquoi le dépôt doit être retiré et toujours laisser une notice de métadonnées, une borne qui pointe vers l'existence des données, même s'ils ne sont pas déposés dans Dataverse. Donc, dans ce cas-ci, je pense que ce serait mieux de ne pas les publier dans Dataverse, de les garder séparément ailleurs, de mettre une notice quand même dans Dataverse qui dise « Les données existent, vous pouvez me contacter, on va négocier des accès. » Et ensuite, c'est comme ça que ça serait géré dans ce cas en particulier. Je sais que Scholars Portal s'est engagé à garder, à préserver des données pendant au moins 5 ans, peut-être 10 ans. Mais comme on a dit, ce n'est pas une plateforme de préservation. Ils vont garder les données, mais la préservation des données à long terme, c'est une autre question qui demande d'autres technologies. Donc, on est en train de regarder ça avec les archives de l'UQAM. Si on veut avoir des données qui sont déposées et d'une façon permanente, il y a des façons de faire ça avec d'autres logiciels de préservation. Mais ici, dans ce cas-ci, si vous voulez déposer des données, en sachant qu'après 5 ans, ce serait plus possible de les rendre publics, c'est peut-être mieux de ne pas les déposer en premier temps afin de ne pas avoir besoin de remplir des formulaires, demander à Scholars Portal de les sortir en justifiant cette action. Est-ce que ça répond, Pierre-Luc? Parfait. Il y a une autre question de Mylène. Oui. Bonjour, je me demandais s'il va y avoir des personnes dédiées dans chaque faculté pour nous aider en tout temps et nous former, car cela va être obligatoire pour chaque professeur, chercheur, pour toutes nos recherches. En effet, la formation sur la gestion des données et celle d'aujourd'hui, même si très instructives, sont très rapides et surtout peu de professeurs sont là. Bien, c'est sûr qu'on veut développer une offre de formation régulière, puis là, on le fait comme en public, on est plus dans la sensibilisation, mais on est tout à fait ouvert à aller dans les équipes, faire des formations. Là, comme tel, actuellement, le modèle de service, on a, bibliothèque, on est très, très impliqués là, à différents niveaux là, du cycle de vie des données. Pour le dépôt en particulier, ça, c'est vraiment une responsabilité dans la cour des bibliothèques. Donc, on a une équipe des bibliothèques. On est plusieurs bibliothécaires. Moi, c'est plus dans mes tâches, on pourrait dire, je suis à 100% en appui à la recherche, tandis que mes collègues, ils ont aussi des responsabilités disciplinaires. Là. Mais donc, il y a quand même toute une équipe. On va pouvoir intervenir dans les équipes facultaires de cette façon. Puis il y a des agents de recherche qui vont certainement gagner en autonomie avec le temps. Mais donc, il faut avancer tranquillement. On va se former collectivement. Mais si la question, c'était de savoir est-ce qu'il y a de l'argent pour ajouter des nouvelles ressources dans les facultés, là, à l'heure où on se parle, c'est non. On travaille avec les ressources humaines existantes. Est-ce que ça répond à la question? Ben, partiellement. Merci beaucoup pour votre réponse. Mais en fait, c'est surtout que c'est obligatoire. Là. Donc, moi, j'ai essayé de commencer de faire mes gestions de données suite à votre formation, incapable de commencer. Il y a plein de choses que je ne suis pas capable de comprendre. J'ai eu beau voir M. Riendo, pareil, même si c'est nouveau, là, lui aussi a des difficultés, c'est nouveau aussi pour lui. Donc, je me demande à quel moment on va avoir un vrai soutien pour qu'on soit vraiment opérationnel, parce que c'est 2022 où on doit être opérationnel pour toute nouvelle recherche. Et ma dernière question, c'était au niveau éthique. Est-ce qu'il va y avoir une formation pour répondre à M. Pierre-Luc Lupien là? Ça veut dire que tous nos formulaires vont devoir être changés. Est-ce que l'UQAM est prêt? Parce que je n'ai pas reçu de notification des comités éthiques. Donc, peut-être que je suis trop en avance dans mon cerveau, mais j'anticipe la grosse bubule. Oui, oui, oui. Ben, disons que ça va être dans la démarche on a une stratégie institutionnelle qu'on va publier, puis là, on va aller en consultation, on espère, là, pour cet automne. Puis, entre autres, c'est certain qu'on va vouloir aller une consultation plus en profondeur avec les comités de l'éthique pour dresser le plan de travail. Parce que là, on ne peut pas...
comment dire, tant qu'on n'avait pas la politique, on ne pouvait pas y aller avec une stratégie. Donc là on commence vraiment à s'activer. Donc oui, on voit qu'il y a des besoins, mais il y a le contact GDR, là, le fameux GDR commercial. C'est sur moi d'écrire. Puis tu sais, c'est d'y aller par petits pas. Là, comme si vous voulez déposer des données de recherche, si vous voulez faire le rétrospectif, allez-y comme un projet à la fois. Il faut comme. Surtout c'est du rétrospectif, par exemple, c'est ça. S'il n'y avait pas de plan de gestion de données fait avant, c'est comme on ouvre une boîte de Pandore. Mais en fait, la politique va le demander pour les prochains projets. Bon, on n'est pas contre la vertu, tant mieux si on veut faire l'ensemble des données de recherche, mais c'est de commencer tranquillement, puis le gouvernement, comment dire, les organismes subventionnaires, ne sont pas dans un mode coercitif. C'est comme, ils vont regarder c'est quoi les stratégies institutionnelles des organisations, ils vont examiner les plans de gestion, ils veulent vraiment voir comment les développements des capacités évoluent dans les institutions pour vraiment, là, quand ils vont demander que le dépôt soit obligatoire. Là, en ce moment, 2022, c'est des plans de gestion de données qui vont commencer à être obligatoires. Mais au début, ce ne sera pas pour dire je ne te donne pas ta subvention, ton plan n'est pas bon. Ce n'est pas ça l'approche. Tranquillement, ils vont en venir à évaluer les plans. Mais la démarche est quand même progressive. C'est vraiment un coup qui vont avoir vu les plans, qui vont avoir vu les stratégies publiées par les institutions, que là, à un moment donné, le switch va se faire. Oui, il va y avoir une obligation de dépôt ou une obligation de signalement. Hein, ce n'est pas un dépôt 100% nécessairement. Mais on a encore du temps, je dirais. Mais on est encore à s'organiser. Ce n'est pas une réponse, je suis honnête, là, effectivement, c'est pas... Tout n'est pas huilé, mais on est dans le processus. On a besoin des chercheurs comme vous qui posent des questions. Mylène, tu as la main levée? Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, mais vous venez d'ouvrir une porte, puis c'est là où moi, ça m'inquiète. J'ai assisté à des réunions de comité IRSC, FRQS, puis ça nous disait que ça allait être obligatoire, nos plans de gestion, que ça allait faire partie de nos évaluations. Donc là, j'entends non, mais moi, les comités que j'ai eus pour nos futures subventions, c'est obligatoire et ça va faire partie de la cotation. Donc, c'est pour ça que je les suis, les formations. Mais pas à court terme. C'est comme dans le colloque de ce matin, on l'a entendu même, j'ai oublié le nom du conseiller, là, mais tu sais, c'est... Oui, à terme, ils vont être, on ne vous demande pas de faire des PGD pour rien, là, mais au départ, ce n'est pas une approche coercitive parce qu'ils savent qu'on est en train de développer les capacités. Donc, ils vont voir qu'il faut que le changement de culture se fasse. Vous avez le temps d'apprendre c'est quoi faire un plan de gestion de données. Comment je fais pour évaluer les coûts, pour budgétiser? On a le temps de faire des essais et des erreurs avant de se dire que hey, je me suis fait refuser une subvention parce que mon plan n'était pas bon. Ce n'est pas ce qui va se passer dans la prochaine année. Là. Il va y avoir il y a des occasions de financement, ils vont exiger le PGD, mais ce n'est pas dans un but de tout de suite. Eux-mêmes sont en apprentissage. Il faut former les évaluateurs. Donc, on ne peut pas demander tout de suite aux évaluateurs d'en plus rejeter des demandes alors qu'ils sont eux-mêmes pas au courant. Donc, on est vraiment dans une marge. On a encore du temps. Mais oui, à terme, ils vont devenir obligatoires. Et puis, oui, il va falloir déposer. Oui. C'est juste qu'on a une marge de manœuvre. Et Mylène, j'aimerais aussi dire qu'il y a différents niveaux de détails pour remplir des bordereaux de plans de gestion de données. Il y a différents niveaux de précision, de sophistication pour emballer vos données de recherche. Il y a minimalement et il y a maximalement. Et entre les deux, c'est vraiment une gamme de potentiel là-dedans. Donc, pour satisfaire les besoins, je pense, pour avoir des subventions, comme Cynthia a déjà mentionné, tout le monde est un peu en apprentissage. On n'est pas les seuls à l'UQAM à faire face à ces questions. Et le groupe Portage, qui est associé à le nouveau NOIRN,
nouveau organisme numérique fédéral. Ils sont, depuis quelques années, ils travaillent très fort sur former les chercheurs et les bibliothécaires dans la gestion des données de recherche. Ils ont beaucoup de matériel de formation, ils ont beaucoup de matériel de soutien, ils ont un logiciel pour générer des plans de gestion qui est déjà dans la deuxième version de développement. Donc, il y a autour de cette question de gestion de données de recherche, il y a d'autres organismes, il y a d'autres personnes qui aident à former et à soutenir les gens. Donc, on fait partie de ces groupes de portage, des groupes d'experts, de formation, métadonnées, données sensibles, politiques. Il y a toutes sortes de personnes qui travaillent avec eux pour non seulement de développer des outils de formation et de soutien, mais de les partager entre nous dans les universités canadiennes. Donc, ce n'est pas seulement qu'il y a du soutien ici à l'UQAM, mais il y a un soutien qui est en train de se développer à l'échelle nationale. Donc, si quelqu'un à UBC, par exemple, ils ont développé un guide d'introduction pour la GDR, pas besoin de refaire le même guide partout. Il suffit de le traduire en français pour que ça soit disponible à Laval, à UDM, à l'UQAM. Donc, on est en train de regarder et partager les ressources nécessaires pour fournir du soutien à justement des profs et des chercheurs qui ne sont pas à l'aise actuellement pour embarquer dans ces nouveaux demandes de subventions. Mais tout le monde est conscient qu'il y a différents niveaux de confort avec la gestion